Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie et vous écoutez Épicéa, un podcast dédié aux témoignages inspirants de personnes engagées. Je suis super contente de vous retrouver pour la saison 6 d'Épicéa. Après une petite pause, ça fait longtemps que j'avais plus sorti mon enregistreur et mes micros. Mais nous y voilà. Après une pause du coup un peu longue, après mon voyage au Maroc où je vous ai sorti donc 2 épisodes qui parlent de tout notre trip en train jusque Marrakech pendant quasiment 3 semaines. J'avoue que la production de ces épisodes a été assez énergivore, mais je suis ravie de l'avoir fait parce que déjà, ça vous a beaucoup plu. Cela dit, vous avez plus écouté la première partie que la seconde. Donc là, si vous êtes en train de réaliser que vous avez oublié d'écouter la seconde partie, n'hésitez pas à y retourner. Mais donc oui, ça vous a plu, ça m'a plu de les réaliser et surtout en fait, ça fait des super souvenirs de notre trip que je peux faire écouter à ma famille, à mes proches et que je pourrais moi-même réécouter par la suite, donc c'est jamais perdu. Mais je dois vous dire qu'après ce long trip qui était super chouette mais super fatigant et la production de ces 2 épisodes qui m'a pris pas mal de temps, j'étais crevée. Donc il était temps de faire une pause et de toute façon je fais toujours une pause avant de recommencer la saison de la 2e partie de l'année. Oui, parce que pour moi l'année commence en septembre, donc la 2e partie de l'année pour moi en fait c'est à partir de janvier. Et donc ici on reprend donc en mars jusqu'au mois de juin et ensuite on fera la pause estivale comme d'habitude, mais je pense que je ne vais pas réellement m'arrêter, qu'il y aura des épisodes bonus, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus de notes vocales parce que je sais que vous les aimez bien quand je raconte un peu ma vie par ici. Donc voilà, on va partir là-dessus, j'espère que le programme vous plaît. J'ai donc une liste longue comme le bras de sujets dont je voudrais discuter avec vous aujourd'hui et sur ma liste, le premier point c'est desservir la cause, point d'interrogation. Parce que récemment, en fait, j'ai pas mal vu reprocher à des militants et des militantes de desservir la cause. Et j'avoue que ça me questionne un peu parce que souvent, j'ai l'impression que les personnes qui nous disent ça, vous desservez la cause. Déjà, pourquoi, comment ? Est-ce qu'il y a une bonne façon de servir la cause ? Une seule en fait, et que du coup si on la respecte pas, on dessert la cause. Alors évidemment, il y a des positions qui peuvent être problématiques, etc. Mais cela dit, en fait, souvent j'ai l'impression que les personnes qui nous disent ça, vous desservez la cause, ce sont des personnes qui font pas grand-chose, quoi. Et souvent, moi j'ai envie de leur rétorquer, ok, tu penses que je desserre la cause ? Et du coup, toi tu fais quoi en fait ? Enfin, maintenant d'ailleurs je le fais, c'est souvent ce que je réponds, je dis d'accord et toi tu fais quoi et comment en fait tu luttes pour la démocratie, pour les droits humains, pour l'écologie, voilà, qu'est-ce que tu fais pour rendre le monde meilleur toi du coup vu que tu as l'air de savoir mieux que moi ce que je devrais faire. Et en fait oui souvent je remarque que les personnes qui disent ça, elles font pas grand chose. Et donc, oui, je voulais un peu casser ce mythe de desservir la cause. Il y aurait des militants et des militantes qui desservent la cause. Alors, je dis pas que ça n'arrive jamais, mais je pense qu'on nous le brandit, on nous le sort un peu trop souvent. Et récemment, en fait, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je l'ai pas mal vu sur LinkedIn. Et je me suis dit, mais enfin, quel culot d'oser dire ça à des gens quand soi-même, on se bouge pas du tout, en fait. Après avoir commencé un peu sur les chapeaux de roue, le second point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance en 2024 et encore en 2025 d'enseigner, de donner des cours à des ingénieurs à Liège et à des communicants à l'IEX. Alors pour le coup, donner des cours à des ingénieurs, c'est pas quelque chose qui m'effraie vu qu'en fait c'est le cursus que j'ai suivi moi. Donc en fait, je sais à quoi les élèves et les étudiants s'attendent et donc je peux facilement me calquer là-dessus. Surtout qu'en fait, moi, vu souvent je présente ce que je fais dans la vie, que ce soit mon travail ou la partie plus militante de ma vie, quoi qu'il en soit, c'est souvent basé sur de la science et donc c'est assez simple d'enseigner à des ingénieurs ce que je fais. Par contre, j'ai été invitée à enseigner à des communicants à l'IEX cette année et je dois dire que c'était pas un exercice facile parce que j'avais un énorme syndrome de l'imposteur, enfin de l'imposteuse. Du coup, vu que j'ai pas une formation en communication, je me disais, mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter d'utile à ces personnes ? Est-ce qu'elles vont pas se dire, attends, d'où elle sort celle-là ? Pourquoi est-ce qu'elle vient nous expliquer ce qu'on devrait faire, comment on devrait le faire, alors que finalement, qu'est-ce qu'elle en sait ? Et puis je me suis dit que c'était une opportunité aussi, parce que l'idée c'était de parler de communication militante,
que c'était l'opportunité sûrement de raconter ce que je fais, ce qu'on fait en fait, parce que je suis jamais toute seule, nos luttes à tous ces étudiants et étudiantes, et que c'était jamais perdu, je pense, de parler de nos luttes à des gens de manière générale, et là à toucher un public que peut-être je ne touche pas de manière naturelle. Donc j'avoue, j'avais un énorme syndrome de l'imposteuse, mais finalement ça s'est super bien passé et j'ai passé un très bon moment. Donc toute cette matinée avec ces étudiants et étudiantes qui étaient vraiment super chouettes, en plus qui avaient des idées incroyables. Donc l'idée, c'était que je leur présente les campagnes sur lesquelles on bosse et que je leur donne ensuite des sujets. Et eux, ils avaient un sujet attribué et ils devaient imaginer une campagne militante, disruptive sur ces sujets-là, que ce soit sur le terrain. Donc, ils ont imaginé des actions. D'ailleurs, c'est génial parce que ça me fait sortir la tête du guidon, en fait, parce qu'eux ont des idées auxquelles je n'aurais jamais pensé. Mais aussi, ils imaginaient des communications digitales sur les réseaux sociaux, des actions digitales, plein de choses. Et franchement, j'en suis sortie ultra nourrie. J'ai noté énormément d'idées qu'on va pouvoir utiliser, je l'espère, cette année. Et du coup, j'ai passé un super moment, de manière générale. Mais pour revenir à ce syndrome de l'imposteuse, en fait, ça m'a fait penser quand j'ai réalisé qu'en fait, je me mettais des bâtons dans les roues toute seule et que finalement, si on m'avait invitée, c'est que peut-être j'avais quelque chose d'intéressant à raconter. En fait, j'ai repensé à un sondage, une étude que LinkedIn a faite et qui montre en fait que pour postuler à un emploi, les femmes attendent de remplir entre 90 et 100% des conditions demandées sur la fiche de poste, alors que les hommes postulent en fait alors qu'ils n'ont parfois que 40 ou 50% des acquis qui sont mentionnés sur la fiche de poste. Et donc, c'est fou quand même la différence qu'il y a dans la mise en valeur de soi. Et pourtant, j'estime être quelqu'un qui a plutôt confiance en soi de manière générale. Mais là, vraiment, la vie m'a encore appris que je pouvais faire mieux parce que oui, quand on m'a proposé d'aller donner ce cours à l'IEX, d'abord je me suis dit c'est génial et ensuite je me suis dit waouh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire, alors que finalement ça s'est super bien passé. Là, je vous parle un peu de ma vie d'activiste, mais en fait, je bosse aussi dans le durable à côté, chez Climact. Je crois que je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Donc, il y a un bureau de conseil pour accompagner les entreprises et les institutions dans la décarbonation de manière générale, mais surtout dans le respect des limites planétaires. Et je dois dire que pour le moment, c'est tellement dur de bosser dans le durable. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on est en train de vivre un réel détricotage du Green Deal, donc le pacte vert européen qui a donc toute une série de législations, de mesures mises en place pour réduire notre impact sur le changement climatique en tant que société, pour réduire aussi notre impact sur les limites planétaires de manière générale, donc il n'y a pas que le changement climatique qui n'en est qu'une. Et bref, vu qu'on est en train de vivre en live la mort du Green Deal, en fait, bosser dans le durable, vu que ça repose en partie sur le Green Deal, c'est compliqué, je vais pas vous mentir. C'est compliqué pour le moment de garder parfois le moral quand on voit que les faibles politiques environnementales qu'on avait déjà et qu'on pouvait actionner pour convaincre les gens qu'il fallait changer parce que de toute façon c'était la loi, en fait on va nous les retirer ou en tout cas les vider de leur substance en partie. Et j'avoue, c'est pas comme si on tombait des nues depuis les élections en juin. On connaît la composition de la Commission européenne, on connaît la composition du Parlement européen et même comme ça, on arrive encore à être déçus finalement. Donc ouais, bosser dans le durable, c'est pas simple pour le moment. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est assez semé d'embûches. On voit des clients qui font marche arrière parce qu'en fait, finalement, s'ils sont plus obligés de le faire par la loi, ça peut attendre, peut-être que c'est plus une priorité. Alors qu'il y en a d'autres qui sont assez leaders dans le domaine et qui le font parce que c'est la bonne chose en fait. Parce que contrôler son impact sur le changement climatique, sur les limites planétaires, c'est finalement la bonne chose à faire. Mais malheureusement, toutes les boîtes, toutes les institutions ne pensent pas comme ça. Et du coup, ça a fait vraiment renaître en moi beaucoup de colère, mais aussi de l'éco-anxiété, de me dire merde, on est en train de perdre pied. Certes, c'était déjà pas la panacée avant, mais là on perd le peu qu'on avait déjà et donc moi personnellement ça m'a rendu pas mal anxieuse sur l'avenir, le mien, mais celui aussi des générations futures. Je pense à mes potes qui ont des petits bouts et je me dis mais merde, dans quelles conditions vont grandir ces enfants, parce que moi je les vois les rapports toute la journée et je vois que ça va être la merde. Désolée de vous le dire comme ça si vous aviez pas le nez dedans.
La bonne nouvelle, c'est que on va rien lâcher, hein, évidemment, ni moi, ni toutes les personnes qui luttent pour ça, parce que s'il y a bien un moment où on ne peut pas baisser les bras, c'est maintenant. Il est temps de se retrousser les manches. Quand on voit, par exemple, les dingueries qui se passent aux USA avec Trump et Musk, qui sont vraiment très très flippants, qui sortent de toutes les politiques environnementales, et Musk qui fait un salut nazi à l'investiture de Trump, moi personnellement ça m'a terrifiée. Je veux dire, tout le monde était d'accord que c'était un salut nazi. Les historiens ont dit que c'était un salut nazi. Les experts ont dit que c'était un salut nazi. Les politiques de tous bords ont dit c'est un salut nazi. Les néo-nazis ont dit eux-mêmes c'est un salut nazi. Et pourtant, on a encore osé poser la question est-ce un salut nazi? Et trouver des excuses à ce pauvre gars qui ne fait que alimenter le fascisme en Europe et pas que en Europe d'ailleurs. Bref, c'est absolument terrifiant quand on les entend parler de faire la nouvelle Côte d'Azur à Gaza où un génocide est toujours en cours dans le plus grand des calmes. On a le droit, en fait, de paniquer. Et à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, c'est la merde, t'as le droit de paniquer. C'est ok, en fait, de penser à des choses plus positives, de sortir un peu de toute cette bulle ultra anxiogène. Alors, pas indéfiniment, hein, parce que c'est un énorme privilège, en fait, de pas être confronté à ça au quotidien et de pas vivre en fait de plein fouet l'impact direct qu'a la montée du fascisme dans le monde en fait. Donc c'est un privilège de pouvoir se dire ok, je me recule de ces informations pendant un temps. Cela dit, on a le droit évidemment pour notre propre santé mentale de regarder ailleurs pendant un petit temps, mais on a aussi le devoir d'y revenir et de faire ce qu'on peut pour lutter contre la montée du fascisme. Donc récemment, ça faisait 1 an qu'on a adopté Lucky, notre petit chien, qu'on a adopté dans un refuge. Je pense que j'ai jamais raconté son histoire sur le podcast. Mais donc Lucky, ça fait 1 an qu'on l'a adoptée. Elle avait presque 1 an quand on l'a adoptée. Elle a eu un début de vie absolument horrible. Elle est née dans un hangar avec environ 200 autres animaux qu'une dame gardait séquestrés en fait dans ce hangar. Où ils voyaient à peine la lumière du jour, ils étaient peu, voire pas nourris. Elle a vraiment eu une vie, les premiers mois de vie absolument horribles. Puis il y a eu une saisie, évidemment, vu que c'est absolument immonde de traiter des animaux de la sorte. Donc il y a eu une saisie et Lucky a été récupérée par un refuge qui s'en est très bien occupé, évidemment. Mais après quelques mois, on a eu la chance de pouvoir l'adopter. Donc d'ailleurs, c'est le refuge des collines à Lessines. Je peux que vous recommander. Vraiment des personnes charmantes qui donnent une chance à ces animaux. Et en fait, c'est si beau parce que ces pauvres bêtes n'ont rien demandé à personne. Elles attendent juste une famille aimante. Et croyez-moi bien que ces animaux, ça en donne de l'amour. Donc voilà, on a adopté Lucky il y a 1 an. C'est devenu absolument la reine de notre vie. Et je pense qu'elle a tout simplement la vie qu'elle mérite, évidemment, parce qu'elle nous le rend, mais au centuple. La morale de l'histoire, c'est que Adopt Don't Shop, ils sont des milliers à attendre une famille pour la vie. Et il n'y a pas besoin, en fait, d'alimenter un marché des animaux. En fait, il y a les refuges. Il suffit d'aller les récupérer eux et leur donner une vie digne qu'ils méritent, d'ailleurs. En bref, Adopt Don't Shop. Le jour où je tourne cet épisode, on est le 15 mars. Et il y a 1 semaine, c'était donc le 8 mars. Je fais bien les calculs. Et donc le 8 mars, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Donc évidemment, on a participé à la manifestation ici à Bruxelles. En plus, il faisait un temps absolument radieux. L'ambiance, comme dans toutes les manifs féministes, est toujours incroyable, ultra bienveillante. Les gens sont géniaux. On a passé vraiment un moment dingue, surtout pour rappeler qu'il est toujours utile en 2025 de lutter pour les droits des femmes. Parce que, on le rappellera jamais assez, mais la majorité des familles monoparentales sont des femmes. Le Belge le plus précaire est une femme. Il existe toujours un écart salarial en Europe et en Belgique. Les violences sexistes et sexuelles touchent toujours majoritairement, en grande majorité, les femmes et sont toujours perpétrées en grande majorité par les hommes. Donc oui, il est toujours nécessaire en 2025 de lutter pour les droits des femmes au sens large. Et en rentrant de la manif, en marchant sur le trottoir, j'ai eu l'occasion de me faire klaxonner avec un regard bien graveleux. Voilà, le 8 mars, il n'aurait pas pu choisir la date mieux, mais vraiment les mecs ne changeaient rien.
Surtout que selon le journal anglais Sage, 45% des femmes seront célibataires pour 2030 parce qu'on a enfin réalisé que relationner avec des mecs qui luttent contre nous, ça nous apportait rien. Donc si cette stat vous fait flipper, j'invite cordialement la moitié de l'humanité à se remettre en question. Je vois que ça fait un petit moment que je parle, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, je suis ravie de reprendre la saison 6 à vos côtés. J'ai plein de projets incroyables qu'on va pouvoir réaliser ensemble, qui vont vous impliquer également et j'en suis ravie. En tout cas, n'oubliez pas que si vous appréciez mon travail, si vous appréciez Epicéa, n'hésitez pas à soutenir le podcast, à commenter sur les plateformes d'écoute, à le partager sur les réseaux sociaux, à m'écrire aussi pour qu'on puisse discuter de vos réactions aux épisodes. Si vous avez du feedback, moi je prends le feedback, qu'il soit positif ou constructif de manière générale. Je suis ravie d'en discuter avec vous. Si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde, des personnes que vous avez envie que j'invite au micro d'Epicéa, vraiment, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci beaucoup de m'écouter et à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglow. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Epicéa et d'ici là, prenez soin de vous.